Donc je me présente, donc Clément Le Caplin, je suis consultant manager chez Business at Work. Je suis entre autres en charge de l'offre hébergement SAP. Donc j'ai une dizaine d'années d'expérience dans l'univers SAP et j'ai eu la chance de travailler dans des systèmes d'information que je qualifierais d'assez complexes, et ce qui m'a donné l'occasion de travailler sur des projets de migration EHP, des projets de migration ANA, des déploiements de corps modèles sur des sociétés européennes et aussi de faire de l'intégration et de l'administration. Bon, voilà pour mon expérience. Une présentation rapide de Business at Work. Nous sommes une société de conseil en management et systèmes d'information. Donc l'entreprise a été créée en 2000 et il y a actuellement un peu plus de 260 collaborateurs répartis sur 4 sites, Paris, Caen, île Maurice et Londres. Donc nous sommes Gold Partner et SAP et nous réalisons notamment des projets autour de SAP comme des projets S4HANA, migration. Donc je vous laisse aller voir sur le site de Business at Work pour en savoir un peu plus sur notre société. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, l'objectif est de bien vous montrer quels sont les impacts sur votre infrastructure liés à ces nouvelles technologies, enfin à cette nouvelle technologie qui est S4. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est que vous ayez les idées claires à la fin de ce webinaire sur l'impact d'une migration ANA sur votre infra et que vous puissiez avoir connaissance des différentes solutions qui s'offrent à vous. Donc dans un premier temps, on va voir une petite introduction sur l'annonce qu'a fait SAP en ce début d'année. Donc, un petit communiqué de SAP, je crois que c'est en février de cette année, qui annonçait la fin de maintenance de CC6 à fin 2027. Donc, pourquoi SAP a annoncé ce décalage? Eh bien, tout simplement parce que l'écosystème n'est pas prêt. Faut savoir qu'aujourd'hui, très peu de clients ont fait le pas pour migrer leur système vers S4. Donc, ça représente 50 clients à peu près sur 1500. Et donc en 6 ans, si on compte à peu près en 5-6 ans, ça fera à peu près plus de 150 projets de migration S4 à assurer par an. Donc, autant vous dire que les partenaires actuellement en France ne sont pas assez nombreux pour assurer toutes ces migrations et pour absorber cette charge. Et surtout, il y a un manque de consultants certifiés pour absorber toute cette charge également. Donc ça, c'est du côté des partenaires. Pour le côté éditeur, faut un petit rappel, la solution nouvelle génération S4 ANA est sortie en 2015, donc c'est une solution qui est quand même relativement jeune, et donc l'éditeur, malgré cela, a encore besoin de temps pour rendre cette solution encore un peu plus mature, j'ai envie de dire. Donc, elle a aussi besoin d'un peu plus de temps pour convaincre ses clients. Et SAP offre aussi la possibilité à ses développeurs qui rendent mature sa solution et qui l'enrichissent, qui enrichissent son offre de se donner toutes les possibilités de le faire correctement. Et enfin, le troisième acteur de cet écosystème, ce sont bien sûr les clients. Alors, les clients ne se sont pas mis en situation pour le moment puisque ils n'étaient pas forcément en mesure d'engager un tel projet de par forcément un manque de budget puisqu'une migration sur S4 est quand même représente quand même un coût assez important. D'autres clients avaient d'autres projets prioritaires ou tout simplement parce que des clients n'avaient pas la compréhension, une compréhension assez claire en tout cas des enjeux d'une telle migration. Donc voilà un peu pour cette annonce et les raisons de ce décalage. Donc voilà, l'objectif de ce chapitre, c'est de bien vous montrer
les impacts d'ANA sur votre infrastructure. Donc on va expliquer quelques concepts très rapidement pour vous permettre de bien comprendre les impacts. Alors, un petit retour rapide sur SAP ANA et SAP S4. Donc, SAP ANA, pour bien différencier les deux, SAP ANA, c'est une base de données in-memory. Donc, ce qui veut dire que c'est une base de données qui est entièrement chargée en mémoire. Donc, par rapport à une base de données traditionnelle, une base de données traditionnelle est stockée sur un disque, donc qui est beaucoup moins rapide. Donc, le traitement des données en mémoire est rapide et de surcroît compressé. Donc, c'est la technologie qui est amenée par SAP ANA. SAP S4HANA, c'est l'ERP nouvelle génération successeur de SAP ECC. Donc, qui s'appuie sur la technologie SAP ANA. Alors, SAP S4, je vous rappelle, SAP avait pour objectif d'améliorer l'expérience utilisateur au travers de cette nouvelle génération de RP, de pouvoir offrir la possibilité de traiter des informations business en temps réel et en grande quantité, mais aussi de simplifier son modèle de données et les processus. Donc ici un cas concret sur les impacts, vous allez voir c'est très visuel. Donc là on a à l'écran une instance SAP je dirais classique avec une instance ECC6 EHP4 en version de SAP qui s'appuie sur un Windows 2012 et un SQL Server 2012 composé côté matériel de 50 Go de RAM, de CPU et de 3 Tera de disque dur. Donc vous allez voir, on va bien voir l'impact de SAP ANA sur l'architecture après une migration ANA. Donc une migration ANA, ça va impliquer quoi? Ça va impliquer une montée de version obligatoire vers un EHP7 minimum pour la couche SAP, une migration du système d'exploitation vers un Linux obligatoire, donc du SUSE ou du Red Hat, et forcément une migration de votre base de données vers ANA en 2.0 pour les dernières versions. Donc ANA, l'impact, c'est déjà un impact sur la couche applicative. L'impact, je dirais, le plus important en termes d'infrastructure, c'est l'impact de la technologie dite in-memory. Donc vous pouvez voir une quantité de mémoire qui évolue considérablement puisque on aura besoin pour accueillir la même instance SAP dans une infrastructure ANA de 882 Go de RAM. On aura besoin également de beaucoup plus de CPU puisqu'en fait, comme toutes les données sont chargées en mémoire, pour traiter toutes ces données, il faudra plus de puissance de calcul. Et enfin un disque dur, mais qui sera moins important puisqu'en fait, je vous dis tout à l'heure, la technologie de memory est capable de compresser à la volée toutes les données en mémoire. Donc ça, c'est l'impact d'ANA sur votre infrastructure matérielle. Donc, pour résumer le slide, un gap important de dimensionnement concernant l'infrastructure matérielle et un gap important au niveau de la couche applicative. Donc, sur le chapitre suivant, on va aborder les différentes approches pour réaliser une migration vers S4 et les différentes solutions d'infrastructure qui s'offrent à vous concernant le déploiement, le physique et le virtuel. Et essayer de définir un peu tous ces termes. Donc les différentes approches. Donc là, vous avez à gauche une infrastructure classique, un ECC6 avec une base de données traditionnelle, que ce soit SQL Server, Oracle ou DB2, sur une infrastructure on-premise sur site. Et donc l'objectif, c'est qu'à la cible, nous ayons un système SAP S4HANA avec une base de données HANA qui est soit hébergée sur du cloud, soit hébergée sur du on-premise. Donc, avec cette approche qu'on appelle séquentielle, donc on va tout d'abord migrer la base de données vers une base de données ANA avec un isopérimètre au niveau de pont fonctionnel, au niveau de notre SAP
au niveau des EHP, on est à peu près l'EHP 7 en version minimum. Mais ce qui est important de voir, c'est que on n'a pas de version minimum de HP pour pouvoir migrer d'une version NIDB vers une version ANA. La seule contrainte est de devoir être en Unicode au niveau de votre système. Donc, et bien sûr, après, la conversion vers S4 se fera avec les outils SAP et pour arriver en version cible sur une version S4 ANA en 19.09 avec une base de données ANA. Donc ça, c'est l'approche en deux temps, une approche séquentielle. Il existe une approche dite cumulative, hein, où là, c'est une transformation de votre système ECC vers SAP S4HANA. Donc, de la même manière, vous n'avez pas de niveau de HP minimum requis pour pouvoir assurer une transformation. Il vous faut absolument par contre être en Unicode. Et donc tous les SAP ont fourni différents outils hein, pour migrer vers S4 à partir de votre système on-premise en ECC6. Donc ici on n'aborde pas je dirais les différents scénarios de transformation vers S4 ici. Bon, il y en a deux, hein, je vous les évoque rapidement. Donc il y a l'approche Greenfield hein, dont vous avez entendu parler certainement, qui est une installation d'une nouvelle instance SAP HANA avec éventuellement une reprise d'éléments existants dans SAP ECC. Et vous avez l'approche Brownfield où là vous utilisez les outils de migration fournis par SAP pour migrer les objets. Donc voilà pour les différentes approches de migration. Alors, les solutions d'infrastructure pour ANA et S4. Donc, vous pouvez partir sur deux types d'infrastructures, une infrastructure purement physique, une infrastructure virtuelle. Donc, pour l'infrastructure physique, vous aurez la possibilité de choisir entre deux types d'infra. Une appliance hein, qui est plutôt je dirais une box tout en un et une infrastructure dite TDI qui est une approche plutôt sur mesure. On va vous les présenter hein, dans les slides suivants. Et donc au niveau du déploiement de ces infras, donc vous aurez le choix entre du cloud public, où là sur du cloud public vous n'aurez le choix vous n'aurez pas la possibilité d'avoir accès qu'à des infrastructures virtuelles. Si vous choisissez de partir sur du cloud privé, vous aurez le choix entre du virtuel et du physique. Et si vous restez sur du premise, vous aurez également le choix de rester sur une infrastructure physique ou une infrastructure virtuelle. Alors, les infrastructures physiques. Hein, donc, il y a deux types hein, d'infrastructures qui se dégagent. Donc, on a l'appliance hein, qui est un équipement dédié pour ANA, qui est prêt à l'emploi et qui est certifié par SAP et par le constructeur qui vous l'a fourni. Donc, ça veut dire qu'une appliance, en fait, c'est tout un ensemble d'éléments qui sont dédiés pour faire tourner votre serveur SAP HANA. Alors, du stockage, du réseau et des serveurs. Donc de plus, hein, toute la couche hein, virtualisation, si vous le souhaitez, système d'exploitation et ANA, toute cette couche, je dirais, applicative est préinstallée en usine. Donc en fait, hein, une appliance, c'est une box clé en main. Hein. Vous n'avez plus qu'à la brancher et commencer à travailler et assurer éventuellement votre migration de données pour pouvoir commencer à travailler sur votre appliance. Alors l'avantage, hein, c'est que évidemment, vu que c'est une offre clé en main, l'implémentation est rapide et elle est entièrement supportée par SAP. Par contre, le gros inconvénient, c'est que on ne peut pas toucher en fait à cette box. Hein, on ne peut pas toucher aux éléments qui sont à l'intérieur. On ne peut pas ajouter de ressources pour qu'elle monte en puissance. Donc là, évidemment, il y a un manque de flexibilité qui peut être assez contraignant. Et enfin, c'est une solution qui a un coût assez important en termes d'investissement. Donc l'offre TDI. Alors l'offre TDI, hein, c'est une offre un peu plus flexible, hein, c'est une offre, je dirais, sur mesure, qui est construite à partir de composants qui sont tout de même certifiés par SAP. Donc
L'avantage avec cette solution, c'est que vous pouvez réutiliser des éléments de votre infrastructure actuelle. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité de réutiliser vos baies de stockage ou vos serveurs et votre réseau déjà existant dans votre architecture d'entreprise. Donc, la différence avec l'appliance, hein, c'est que vous allez avoir besoin d'installer toute la couche applicative de cette infrastructure, donc la base de données, le système d'exploitation et la virtualisation. Donc pour cela, SAP vous impose de faire appel à un consultant certifié SAP, donc qui soit en interne dans votre société ou faire appel à un partenaire pour installer cette couche logicielle. Donc vous l'aurez compris, cette solution, elle est flexible, donc c'est un avantage. Vous avez la possibilité de réutiliser du matériel de votre infrastructure. Cette solution est plus économique. Par contre, elle est plus complexe à mettre en œuvre qu'une appliance puisque vous avez toute une partie d'installation à réaliser et à mettre en œuvre. Voilà pour les infrastructures physiques. Donc pour la partie virtualisation, donc vous pourrez le comprendre, hein, la virtualisation offre beaucoup de possibilités très intéressantes, notamment hein, par rapport à une architecture traditionnelle où là nous avons qu'une implication, donc éventuellement qu'une seule instance par serveur physique. La virtualisation vous offre la possibilité d'avoir plusieurs instances SAP sur un même serveur physique avec une couche, un hyperviseur, une couche de virtualisation. Donc si on retranspose ça sur le schéma de droite, hein, sur une architecture Sapana, vous pouvez ici constater qu'avec vSphere, on peut avoir sur une même machine 4 instances Sapana d'installer, 4 instances différentes. En plus, vous pouvez le voir avec des quantités de mémoire assez importantes, hein, 1 Tera et 512 Go. Alors, la grosse évolution apportée par VMware et vSphere et certifiée par SAP, c'est qu'à partir de la 5.5, la virtualisation était autorisée pour les environnements de production et même plusieurs environnements de production sur une même machine. Et depuis la version 6, ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez avoir non seulement des environnements de production sur une machine, mais également des environnements non productifs sur la même machine. Donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez sur une seule architecture virtuelle avoir par exemple l'ensemble de vos instances SAP ECC ou tout votre environnement BW avec votre dev, votre cal et votre prod. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc vous l'aurez compris, hein, réduction des coûts grâce à une meilleure utilisation de l'infrastructure de base hein, physique et également un meilleur niveau de service hein, puisque avec la virtualisation, c'est très facile de déplacer des machines virtuelles vers un autre hyperviseur. Donc un petit mot sur le cloud public. Hein. Donc comme vous pouvez le voir hein, sur le schéma suivant, donc une entreprise hein, qui souscrit à de l'hébergement dans le cloud public de ses instances ANA, elle va y avoir accès grâce à des connexions, une connexion internet. Et donc les instances ANA vont être dispatchées sur différents data centers. Donc les différents fournisseurs de cloud public, hein, vous les connaissez tous, hein, ils sont très connus, hein, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, et bien sûr SAP hein, SAP HANA Enterprise Cloud. Donc SAP hein, chez tous ces fournisseurs fait quand même l'exercice de certifier les plateformes sur lesquelles vous allez faire tourner votre environnement HANA. Alors, les avantages hein, du cloud public, c'est que le déploiement est assez rapide hein, puisque vous pouvez avoir accès rapidement aux solutions proposées par les providers directement sur une page web et c'est accessible en quelques minutes hein, si vous êtes pressé pour par exemple acheter une machine virtuelle, ça se fait très rapidement et le déploiement de votre infrastructure est très rapide. Donc là, forcément, le coût de mise en place est très faible hein, puisque vous n'avez pas d'infrastructure à déployer.
Autre avantage hein, également, c'est la maintenance hein, qui est réalisée par le fournisseur sur toutes les infrastructures mises à disposition. Donc ça libère du temps à vos techniciens et à vos consultants pour la maintenance des systèmes. Donc parmi les points négatifs, hein, on peut citer la maîtrise des coûts, et le paiement à l'usage. Donc c'est une contrainte puisque en fait vous êtes amené à ça peut être une contrainte si vous êtes amené à plus utiliser vos environnements hein. Si vous par exemple au début de la souscription vous êtes amené à et vous décidez d'utiliser par exemple un environnement de développement que 3 jours par semaine. Si vous avez si vous avez une évolution et que vous devez absolument l'allumer 5 jours par semaine, et ben forcément ça va entraîner un surcoût que vous ne maîtrisez pas forcément. Donc voilà, donc le paiement à l'usage hein, considéré comme une contrainte. Alors la réversibilité également, enfin beaucoup d'expériences, hein, on a l'occasion de le voir à de nombreuses reprises. Hein, la réversibilité est très compliquée hein, sur un cloud public, enfin beaucoup plus compliqué que sur du cloud privé par exemple, parce que c'est un processus qui est assez long et difficile pour communiquer avec les différents fournisseurs, pour pouvoir récupérer l'exhaustivité des données et les ramener dans nos data centers. Et enfin, le dernier point négatif, vous l'aurez compris, c'est la localisation des données. On ne sait pas, on a la possibilité de le savoir, mais à la base, on ne sait pas vraiment où sont stockées nos données qui peuvent être dispatchées entre plusieurs data centers. Donc voilà pour le cloud public. Concernant le cloud privé, hein, donc ici, hein, vous bénéficiez d'une infrastructure dédiée dans un data center dont vous connaissez la localisation. Donc vous accédez à cette infrastructure dédiée via un réseau privé, hein, contrairement au cloud public où vous accédez via une connexion Internet. Donc ici, on a quand même beaucoup plus de sécurisation que du cloud public. Donc les avantages hein, de ce cloud, hein, de ce type de cloud, c'est que, comme on l'a dit, hein, l'infrastructure est dédiée à une seule organisation, donc ce qui est très intéressant. Il y a une sécurité renforcée, hein, car les ressources ne sont pas partagées avec d'autres entités, ce sont vos propres ressources qui vous sont allouées. Et il y a une grande flexibilité apportée par la customisation. Alors, le point négatif de ce type de cloud, hein, c'est l'investissement assez conséquent et puis l'engagement sur la durée. Hein. L'investissement est important au départ et la gestion, la maintenance aussi sur le long terme hein, provoque un certain coût. Donc par contre, hein, sur du cloud privé, hein, évidemment, un point positif également, on connaît la situation géographique, hein, encore une fois, de votre data center. Alors un petit comparatif hein, rapide sur les différents types d'infrastructures hein, physiques virtuelles. Donc en fait, on a abordé 4 thèmes. Alors, je les aborde pas tous ici, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. J'ai pris les plus pertinents. Donc en termes de performance, hein, il est vrai hein, maintenant que l'écart se resserre un petit peu, hein, mais les performances, hein, les meilleures performances sont à allouer à l'infrastructure physique hein, à ressources équivalentes. Donc en termes de licence, bon, pour une infrastructure physique, vous n'aurez pas besoin d'acquérir une licence. Par contre, pour l'environnement virtuel, pour la couche VMware, vous serez obligé d'acquérir une licence. Donc ça induit un surcoût par rapport à une infrastructure physique. Donc en termes d'opération de maintenance et de maintenance des environnements physiques versus virtuels, donc en cas de crash d'un serveur physique, la restauration d'un serveur peut être très chronophage, ça peut durer plusieurs jours. Alors que la restauration d'un serveur virtuel, hein, si tout avait été mis en place correctement auparavant, la restauration d'une VM peut être très rapide. Et enfin, en termes de scalabilité, hein, ce qu'on appelle scalabilité, c'est l'ajout ou la fait d'ajouter et de retirer du stockage. Donc, hein, c'est un processus plutôt chronophage sur une infrastructure physique, puisqu'il va falloir qu'on arrête la machine, qu'on ajoute des ressources et qu'on redémarre. Sur un environnement virtuel, c'est quelque chose qui est très facile et très rapide à réaliser. Hein. C'est une opération qui se fait en quelques clics.
Un comparatif également assez rapide sur la différence entre le on-premise et le cloud, pour vous éclairer un petit peu. Encore une fois, on n'a pas hors de battre tous les thèmes, mais le principaux sont ceux-ci. Donc l'acquisition, dans un premier temps, donc sur du on-premise, on est sur un investissement, alors que sur du cloud, on est plutôt sur du loyer mensuel. Le coût de gestion de l'infrastructure, donc sur une infrastructure sur site, donc ce sera à votre charge, alors que sur le cloud, il est pris en charge par le fournisseur. Au niveau de l'évolution de votre infrastructure, donc beaucoup moins souple au niveau du on-premise, parce que vous devez faire face au délai d'affectation des ressources, au délai des fournisseurs pour vous fournir les ressources. Alors que sur le cloud, c'est très simple, comme je vous dis tout à l'heure, c'est souple. L'affectation de ressources peut faire en quelques clics via les sites web. Donc, en termes de maintenance, sur du on-premise, on est sur la maintenance assurée par la direction des systèmes d'information, par vos consultants et vos techniciens. Sur du cloud, c'est assuré par le fournisseur. Et puis enfin, on l'a vu tout à l'heure, la localisation des données sur site est délocalisée pour le cloud. Alors, en synthèse sur les points abordés pour ce webinaire. Donc, l'impact de Sapana sur votre infrastructure. Donc, l'utilisation et le fait de passer vers une technologie dite in-memory, plus la nécessité d'avoir une plateforme certifiée par SAP, vous obligera très certainement donc à vous diriger vers une nouvelle infrastructure. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, pour amorcer votre virage vers S4HANA, donc vous allez devoir choisir entre la meilleure approche qui conviendra mieux à vos enjeux, donc entre l'approche séquentielle ou cumulative, et vous aurez le choix, un choix à faire pour choisir le type d'infrastructure et le mode de déploiement. Est-ce que vous êtes prêt à aller sur du cloud public? Est-ce que vous êtes prêt à aller sur du cloud privé? Quelles sont les contraintes par rapport à vos données et à votre sécurité interne? Donc plein de questions qu'on devra se poser par rapport à cet amorçage de virage. Donc, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour assurer cette transition vers S4. Donc c'est pour ça, donc Business at Work, nous on s'appuie, alors là on n'a pas l'exhaustivité, mais on s'appuie sur un outil d'aide à la décision, ce logigramme, qui permet, à partir de toutes les options qui s'offrent à vous, de choisir et de vous orienter vers l'infrastructure la plus adaptée à votre contexte. Donc ici, encore une fois, je n'ai pas pu mettre tous les éléments, mais vous pouvez voir ici que si on se pose les questions, est-ce que vous êtes prêt à aller sur le cloud? Non, donc forcément, vous allez pouvoir vous diriger vers une offre d'infrastructure on-premise, faire un état des lieux de votre infrastructure, notamment de votre baie de stockage qui doit être certifié par SAP, vos serveurs, est-ce qu'ils sont compatibles en fin de vie? Enfin voilà, tout le processus pour vous aider à choisir la bonne infrastructure. Donc voilà. Donc on arrive au bout de ce webinaire. Donc j'espère que vous avoir éclairé sur les choix, sur les impacts, d'ANA sur votre infrastructure. Donc, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je préfère que vous les posiez par écrit. Comme ça, je peux vous y répondre. Je peux vous répondre dès maintenant, ou si vous désirez, vous pouvez m'envoyer vos questions un peu plus tard sur mon adresse mail qui est indiquée en bas de l'écran.